Donc aujourd'hui, bonjour à toutes et à tous. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Gaëlle Ourdin, qui est Prague à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Et au passage, mais c'est une parenthèse, c'est une amie très chère. Et donc je suis particulièrement contente de la recevoir au séminaire de HLH sur les questions de descriptif. Et jusque-là, on a peu parlé de description en poésie. Et donc on avait de vraies interrogations pour savoir ça existe, ça n'existe pas. Si ça existe, ça se déploie comment? Est-ce que ça crée une forme de narrativité à l'intérieur du discours poétique? Bref, moi, c'est des questions que j'ai. Et a fortiori, maintenant que je suis sur la brèche avec Blanca Varela, et histoire de ne pas dire des bêtises, je vais beaucoup, beaucoup te poser de questions sur ces questions de description en poésie. Et tu auras de vrais interlocuteurs face à toi, puisque que ce soit Alexia qui vient de soutenir sa thèse sur la poésie féminine mapuche, ou Sandra, qui est la grande spécialiste de la poésie centra-américaine, et Lina, elle a inventé la poésie, c'est pas compliqué, c'est elle qui l'a inventée. Du coup, tu auras des gens pour te parler, pour te parler de ta spécialité. Donc Gaëlle, avec amour et abjection, nous t'écoutons. Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par te remercier infiniment, Caroline, pour ta proposition d'intervenir dans ce séminaire. Et à vous toutes et tous d'être là, dernier jour avant les vacances, vendredi matin. Ça me fait très plaisir de participer à ce séminaire. Donc, je réitère mes remerciements à Caroline et à vous pour votre présence ici, virtuelle. Donc moi, comme le disait Caroline, je suis spécialiste de poésie hispano-américaine. Donc, lorsque Caroline m'a proposé d'intervenir pour ce séminaire, euh, bien sûr, je me suis posé la question des rapports entre le descriptif ou la description et l'écriture poétique. Donc, je tiens à préciser d'abord que c'est une réflexion qui est à ses débuts, enfin, qui a débuté vraiment cette année, puisque j'ai publié chez Crisol un premier article qui s'intéressait au rapport entre narratif et descriptif dans quelques poèmes du Canto Général. Et là, voilà, j'ai souhaité poursuivre cette réflexion autour cette fois d'une écriture ekphrastique, donc autour de poèmes qui s'intéressent, enfin qui partent de tableaux, d'œuvres picturales. Mais il me semblait important de partir d'abord d'une réflexion beaucoup plus générale, comme le suggérait Caroline, hein, autour de cette question du poétique et du descriptif. Et je suis partie donc de constats très très simples. D'abord le constat que la description est une catégorie qui est employée presque exclusivement, ou en tout cas essentiellement pour la prose, euh, avec ce découpage que l'on connaît entre narration, description, discours ou dialogue. Et la question pour moi se posait de savoir dans quelle mesure ces catégories étaient opérantes en poésie. Dans certains genres poétiques, c'est beaucoup plus évident, hein, si on pense à l'épopée ou au romance, donc des formes qui en elles-mêmes sont narratives, mais la poésie lyrique en particulier posait d'autres questions. Et le deuxième constat, c'était que très peu d'ouvrages abordent la question de la description en rapport avec la poésie. Alors depuis la poésie, j'en ai pas trouvé du tout. Et les ouvrages qui vraiment s'intéressent à la description en littérature, en général mentionnent la poésie, mais très brièvement, et se focalisent vraiment sur la prose en laissant beaucoup de côté le champ poétique. Donc je me suis quand même basée sur, en particulier 3 ouvrages, qui apparaissent donc sur l'image suivante, merci beaucoup. Donc l'ouvrage de Dominique Combe, Poésie et récit, celui de Philippe Hamon, bien sûr, du descriptif, qui est le grand classique en la matière. Celui de Bernard Vouilloux qui va me servir dans ma deuxième partie, autour de la peinture dans le texte, les rapports entre peinture et littérature, et donc la question de l'ekphrasis. Et ensuite, comme autre appui, l'ouvrage de Friedrich que je citerai un peu plus ponctuellement. Donc en fait, j'ai changé de titre, hein, vous l'aurez peut-être vu.
en cours de route, puisque ce qui était censé être une introduction, générale avant d'entrer un peu plus, dans les poèmes, s'est tellement étoffé que, c'était plus du tout une introduction, c'est devenu en fait 2 parties et c'est dans la troisième partie que je traiterai de cas, particuliers. Donc dans la première partie, je ferai donc une introduction très générale sur, les rapports entre poésie, description et narration, pour ensuite me centrer sur le cas de l'ekphrasis. Là, ce sera plus rapide, parce que je ne ferai pas un historique de de l'ekphrasis non plus. Et donc dans la troisième partie, je m'intéresserai à l'ekphrasis dans la poésie hispano-américaine à partir d'études de cas, précis pour, en en observer différentes modalités. Hem, donc d'abord je suis partie, c'est la l'image suivante, merci. Je suis partie de la définition, très, classique de Genette, de ce que c'est que la narration et la description, où il nous dit que tout récit, comporte, quoique intimement mêlé et en proportion très variable, d'une part des représentations d'actions et d'événements qui constituent la narration proprement dite, et d'autre part des représentations d'objets ou de personnages qui sont le fait de ce que l'on nomme aujourd'hui la description. Donc, c'est, je pense la définition de base de ce que c'est que la description et la narration, qu'on peut, en grande partie remettre en question et on va le voir aussi, un petit peu, des passants tout à l'heure. Hem, mais si l'on considère avec Genette que la description est inséparable de la narration, puisqu'elle serait toujours coprésente et complémentaire, avec elle, il me semblait important d'interroger les rapports de la poésie, non seulement à la description, mais aussi, au narratif, pour voir, dans quel, voilà, quels sont les liens hem, qui peuvent s'établir entre, le récit et la poésie, donc aussi cette question de la représentation et de la mimésis. La poésie, a des origines narratives, on le sait, on pense à l'épopée, on pense à la Bible, on pense à toutes ces formes anciennes qui sont héritées aussi de l'épopée comme le romance auquel je faisais allusion tout à l'heure. Et pourtant la poésie semble depuis longtemps et en dehors des incursions qu'elle a pu faire dans le champ du récit, et là, je parlais tout à l'heure du canto général, ce serait, un exemple. Elle semble depuis longtemps par essence plutôt descriptive. C'est-à-dire qu'elle dit plutôt le contact d'un sujet avec, le monde, elle dit la relation, elle présente ou représente depuis plutôt le domaine des perceptions, des sensations, des sentiments que de l'action. Hem Et ça parce que la poésie est devenue de plus en plus synonyme de poésie lyrique. Et ça, c'est ce que montre justement Dominique Combe, dans son ouvrage, en proposant un historique des liens entre poésie et récit et où il rappelle que, dans la rhétorique classique, cette rhétorique classique établit un partage de la poésie en 3 genres: épique, dramatique et lyrique, où l'épique et le dramatique se placent du côté de la fiction, de la mimésis et de la représentation, où, donc le narratif est un critère de poéticité. Là où, à l'inverse, le genre lyrique, qui exclut le récit et la mimésis, est considéré comme, je reprends son terme, suspect. Donc on a, une échelle de valeurs qui va, en défaveur du genre lyrique. Et à l'époque contemporaine, là il se base notamment sur les écrits de Valéry, de Breton, de Mallarmé. On aurait une tripartition comparable avec le roman et le théâtre, tous les 2 fondés sur la mimésis et d'autre part la poésie, confondue cette fois, avec le lyrisme et qui refuse le récit et la mimésis justement. Sauf qu'à l'inverse de la rhétorique classique, le narratif serait devenu un critère de prosaïsme et apparaît cette notion de poésie pure, non entachée de récit et qui aurait plus de valeur que, bien sûr, tout ce qui se rapporte au narratif. Donc ce sont on peut penser, hein, aux fameuses citations de Mallarmé et de Breton qui sont reproduites ici. Mallarmé qui parle de ce double état de la parole,
brut, immédiat d'un côté et de l'autre essentiel. Donc du côté de l'essentiel, bien sûr, c'est la poésie, détachée de ce narratif et de la description, hein. Les 2 notions apparaissent dans la citation, narrer, enseigner, même décrire, et qui nous parle surtout de ce fameux universel reportage. Et donc on voit que la description est mise au même niveau que la narration, elle subit le même rejet, hors du champ poétique. Et ce rejet, on le retrouve chez Breton dans le manifeste du surréalisme, qui critique, de façon très acerbe le roman, la narration et la description avec, cette citation, hein: «Et les descriptions, rien n'est comparable au néant de celles-ci, ce n'est que superposition d'images de catalogue. L'auteur en prend de plus en plus à son aise, il saisit l'occasion de me glisser ses cartes postales, il cherche à me faire tomber d'accord avec lui sur des lieux communs». Donc, on voit que le système des genres, est construit sur le même principe, que ce soit pour les classiques ou pour, l'époque contemporaine. Donc d'une part, cette exclusion, de poésie et récit, une exclusion réciproque. Hem, Chez les classiques, en revanche, la différence, hein, c'est que chez les classiques, tout est poésie et ensuite on a, différents genres à l'intérieur, alors que chez les contemporains, la poésie se limite à la poésie lyrique. Et d'autre part, on a entre ces 2 rhétoriques une inversion de l'échelle des valeurs avec, chez les contemporains, une supériorité de la poésie sur les autres genres, là où elle était vue au contraire comme défaillante chez les classiques. Et donc cette exclusion du récit et de la représentation hors du champ poétique semble entraîner le rejet également de la description, dans cette idée de rendre compte fidèlement, du réel. D'ailleurs, pour Hamon, le descriptif tend à épuiser le réel, à développer, je cite: «une compétence encyclopédique». Il aurait donc peu à faire avec la poésie. C'est aussi ce que dit, Friedrich, donc dans Structure de la poésie moderne, hein, qui s'attache à justement définir ce qui fait, les fondements de cette poésie moderne, et il nous dit qu'elle évite de reconnaître la réalité objective du monde, extérieur ou intérieur, en admettant des vers descriptifs ou narratifs qui mettraient en danger la prépondérance du style. Heu, donc la poésie serait, bien plus une affaire d'évocation, de suggestion, qu'une tentative de coller au réel, à une référentialité déterminée, précise, qu'il s'agirait de traduire verbalement. En bref, la poésie n'a pas l'habitude de se présenter comme mimésis, bien au contraire. Heu, on serait plutôt, du côté du rapprochement du pur langage. Je pense là aussi, à Mallarmé et à son Absente de tout bouquet. On serait du côté, où on s'orienterait du côté de l'abstraction. C'est aussi ce que, présente, Friedrich dans son ouvrage. La poésie moderne est abstraite à partir de Baudelaire qui pour lui fonde cette poésie, moderne que l'on pourra dire, abstraite. Heu, il inscrit aussi Mallarmé, hein, dans ce concept d'abstraction. Donc, de tout ce qu'on vient de dire, on voit poindre déjà une contradiction. C'est-à-dire que, selon la perspective que l'on adopte, le descriptif pourrait être soit l'essence même du poème, soit à l'inverse, son contraire, si l'on place le descriptif du côté du récit. Donc le rapport que l'on établit entre la poésie et le descriptif dépend de celui que l'on établit au préalable entre narration et description, ou descriptif et narratif. Soit qu'on les oppose comme 2 grands modes de représentation littéraire. D'une part, et c'est ce que présente Genette, la représentation d'action, donc là c'est la narration, la représentation d'objets et là c'est, la description et on serait du côté enfin, la poésie serait du côté de la description. Soit qu'on les associe comme 2 modes complémentaires du récit qui, par là même excluent le genre poétique. Et là, c'est ce que, nous présentait Mallarmé ou Breton, par exemple. Cette contradiction, elle est soulevée, indirectement par Hamon, lui-même, qui, après avoir affirmé qu'au XIXe siècle, c'est la deuxième citation de l'image,
La description, si elle commence à avoir droit de cité chez les prosateurs, paraît toujours devoir être condamnée en poésie et être en absolue et radicale discordance avec les qualités et l'esprit poétique en général. Donc il nous affirme ça donc à la page 31. Et ensuite, il propose un renversement total, c'est l'image suivante, euh, en parlant des liens privilégiés qu'entretiendrait le texte lyrique avec le descriptif, dans la mesure où il peut passer pour la déclinaison systématique sur le mode assertif ou interrogatif, positif ou négatif, des qualités conjointes ou disjointes d'un être, sujet qui est le sujet du texte. Une autre citation qui là apparaît dès la page 7. Valérie en faisait l'antithèse du poétique, mais on peut se demander si le descriptif n'est pas une forme larvée, non versifiée, diffuse de l'énoncé de type poétique au sens jacobsonien du terme. Et enfin, troisième exemple, la description serait peut-être cet endroit du texte où la puissance générative du langage se montrerait sous son aspect le plus évident et le plus incontrôlable. Et cette idée de puissance générative du langage, moi, me fait penser beaucoup justement à la poésie moderne, qui a tendance à laisser l'initiative aux mots. Justement, et ce que l'on peut voir par exemple dans l'usage très, très fréquent des listes dans cette poésie moderne. La même contradiction apparaît chez Friedrich, hein, où il nous dit que la poésie moderne refuse le descriptif et le narratif, on l'a vu, mais qui, à propos du poème qu'il cite et qu'il analyse dans l'ouvrage, Les Ponts de Rimbaud, nous parle d'une précision descriptive absolue. Euh, précision descriptive absolue d'un objet ici imaginaire. Hein, il ne s'agit pas d'une copie de la réalité, du réel, mais il s'agit bien d'une description. Donc on voit que on n'entend pas la même chose par le terme de description dans les deux cas. Euh, la description va du côté de la représentation, oui, mais pas forcément d'une réalité extérieure ou réaliste. Donc il semble important de distinguer la description comme entreprise mimétique, et là on serait par exemple dans le réalisme, le naturalisme, entre autres, hein, et la description comme représentation au sens large, qui consisterait à poser ou à évoquer des existences, des objets, des êtres, qu'ils soient réels, fictifs ou imaginaires, voire des abstractions, si on parle d'un sentiment, d'une émotion, en donner des caractéristiques, les verbaliser par des images poétiques. On pourrait entendre tout cela comme de la description. C'est le cas, il me semble, dans ce poème de Breton, lui aussi très connu. Donc Breton qui rejetait absolument le descriptif du poétique, et qui en fait dans ce poème est entièrement construit sur une structure anaphorique, sur une liste nominale. Et donc cette structure anaphorique, cette liste nominale, tous ces compléments de caractérisation, ma femme a la chevelure de feu de bois, aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de sablier, etc., etc. Tout ça, ce sont des recours propres au texte descriptif. Et on retrouve là les trois composantes de base qui sont définies par Hamon pour définir le descriptif, à savoir le pantonyme, la nomenclature et les prédicats. Pantonyme, c'est en fait l'objet de la description, hein, donc ici ma femme. La nomenclature, ben, ce sont toutes les composantes de cet objet, la chevelure, les pensées, la taille, la bouche, et les prédicats, toutes les caractéristiques, euh, tous les qualificatifs qui viennent nous donner justement des traits propres à ce pantonyme. Donc, de feu de bois, d'éclair de chaleur, de sablier, etc. Donc, on est fondamentalement dans le descriptif. Donc, le refus de la description chez Breton, Mallarmé, Valéry et les autres tient à une définition restreinte de cette catégorie textuelle et est profondément lié au refus premier de la mimésis et du réalisme, en fait, plus que du descriptif en tant que tel. Si l'on entend le descriptif comme le fait Hamon, puisqu'il distingue descriptif et description, euh,
la description serait un une unité textuelle, disons, hein, un moment du texte, circonscrit, heu heu, vraiment unitaire, là où le descriptif serait plutôt une dominante textuelle et un effet de texte qui repose justement sur, ces catégories qu'il a essayé de définir. Et à ce moment-là, si l'on a cette vision du descriptif, et bien, on voit que le descriptif, et comme le narratif d'ailleurs, n'est jamais exclu du champ poétique. Il est, toujours présent, y compris dans le champ poétique, lyrique et contemporain, où d'ailleurs il est parfois même un recours essentiel. Hem, c'est le cas alors c'est ma deuxième partie, c'est le cas dans l'ekphrasis. Hem, alors dans la poésie contemporaine, on trouve, de nombreux exemples de poèmes qui se présentent comme fondamentalement descriptifs. Je pensais par exemple, dans la poésie, française, à un recueil comme Le Parti pris des choses de Ponge, qui n'est que de, la définition, de la description. Je pense à Philippe Jacotet par exemple et bien d'autres. Et dans ces exemples-là, la poésie réussit à combiner, description, référentialité, représentation et lyrisme à travers le regard et la voix poétique qui proposent en fait une nouvelle perception des choses qui nous entourent. On n'est pas, dans la mimésis et pour autant, on est bien dans du descriptif. Et donc un autre exemple, de ça, c'est, l'ekphrasis qui donc au sens moderne et strict du terme, puisque au départ la notion est beaucoup plus vaste, hein. Hem, l'ekphrasis désigne la représentation verbale d'une représentation picturale le plus souvent ou d'une œuvre d'art en général et que l'on relie au fameux adage horacien: Ut pictura poesis, la poésie comme la peinture, et donc le texte poétique chercherait à donner à voir de la même façon que le fait le tableau. Hem Et Bernard, Vouilloux souligne, heu, le lien, le rapport étroit qui lie le descriptif et la peinture. Je cite: «Tout se passe comme si la même évidence dans laquelle baigne l'usage de ce terme de description garantissait le bien-fondé de l'analogie, comme si encore le manque constitutif qui creuse la description et enregistre dans le système du récit son incomplétude, se suppléait instantanément dans le lieu proche contigu de la peinture. La description, ce serait donc ce mouvement par lequel, s'arrachant à l'écriture, à soi-même, l'écrit se reverse sur l'analogon du tableau.» Donc on voit que Vouilloux souligne ce que d'autres ont déjà fait remarquer, euh, Hamon en particulier, à savoir le manque de définition de la description, son caractère flou, le fait qu'il s'agisse d'un terme employé comme une évidence, mais qui est finalement peu interrogé. Et donc ce manque de définition ou d'appréhension, disons, serait en quelque sorte compensé par l'analogie établie entre description et tableau. La description serait ce moment où le texte fait tableau, donne à voir. Et si l'on considère les choses de cette façon, l'ekphrasis constituerait alors une espèce de mimésis au carré. Le tableau reflète le monde et se trouve lui-même reflété dans le texte. Le texte devient le tableau d'un tableau. Hem, donc moi je me suis, intéressée, à des cas d'ekphrasis dans la poésie, hispano-américaine contemporaine. Hem, à partir alors je précise, hein, que les exemples d'ekphrasis que je vais traiter tout à l'heure, sont enfin le choix est totalement subjectif. Il est parti en fait de la préparation d'un cours, l'année dernière, hein, qu'on a créé avec ma collègue, Modesta Suarez, autour de poésie et peinture. Donc on a essayé de réunir, tout un certain nombre de poèmes ekphrastiques pour faire, travailler les étudiants sur le rapport justement entre le tableau et le poème, heu, imaginé à partir de ce tableau. Hem, voilà, ça ne prétendra pas être, du tout ni exhaustif, ni, un panorama,
de cette forme ekphrastique qui est extrêmement importante dans la poésie, qui l'a toujours été et qui l'est jusque dans la poésie, la plus contemporaine. Donc les premières questions qu'on peut se poser sur cette, forme poétique, c'est, la raison d'être de l'ekphrasis poétique, hein. Pourquoi est-ce que la poésie s'intéresse autant à la peinture? Quel statut, heu, pour le tableau et pour le texte? Quel rapport entre les 2? Hem, D'autant que, là aussi, si on part d'une idée largement répandue, heu, on a on a tendance à opposer, en fait, fondamentalement, la peinture et la poésie. La peinture comme art de l'espace et dont la perception serait, immédiate. On voit l'image, voilà, on en a une perception, immédiate et la poésie serait un art du temps, un art linéaire qui, eh bien, est dépendant, hein, du temps de la lecture et donc serait peu à même de rivaliser avec, la peinture. C'est ce que rappelle donc Bernard Vouillot, hein, linéarité du langage et de la lecture d'un côté, instantanéité de la perception, qu'elle s'exerce sur la réalité ou sur un tableau de l'autre. Le débat classique se joue entre ces 2 pôles, tantôt séparés, les signes, tantôt confondus, la description faisant tableau. Et c'est en des termes à peu près similaires qu'il s'est poursuivi jusqu'à notre époque. Alors cette opposition, on peut quand même largement la nuancer et voir qu'elle est assez binaire et caricaturale dans la mesure où, l'image implique aussi un temps de lecture, hein, bien sûr la perception immédiate qu'on peut en avoir est extrêmement réduite, limitée et bien de l'autre côté, le poème ne se déploie pas seulement dans le temps, mais il est bien mis en espace sur la page. Donc il fait aussi image dès le départ, avant même de se lancer dans la lecture, heu, du texte. On a une perception qui est antérieure à la lecture et qui est d'autant plus fondamentale dans la poésie, à partir de Mallarmé, à partir du coup de dé et et jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que dit Vouillot aussi: «Il n'y a pas de perception qui ne soit déjà lecture. Le sens a depuis toujours cristallisé la vision». Donc la perception du tableau est déjà une lecture du tableau et le poème est déjà, perçu visuellement avant, d'entrer dans la lecture. Donc finalement, les 2 genres artistiques ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. On a des tas de points communs. Hem Et d'autre part, Vouillot rappelle aussi que, cette connexion entre le domaine littéraire et le domaine plastique est une tendance très, massive du XXe siècle, dans les grands mouvements artistiques de la modernité. On sait que, heu, énormément d'écrivains ont introduit la peinture dans le champ de leurs réflexions, qu'énormément d'écrivains ont collaboré avec, des artistes. On pense aux livres d'artistes, par exemple. Hem, on sait que beaucoup ont une pratique aussi, hybride, enfin soit hybride, soit, en tout cas du côté, aussi bien du pictural que, du poétique et donc on a un rapprochement des arts qui se fait au XXe siècle en particulier. Avec aussi, c'est intéressant ce que note Vouillot, comme un renversement. C'est-à-dire que jusque-là, la peinture, donc l'image venait après le texte, puisqu'on était, dans une peinture essentiellement religieuse, historique, mythologique. Donc on a, finalement un récit qui est premier et qui donne, ensuite lieu à une représentation picturale et avec la modernité, on s'opère ce renversement où l'écriture viendrait après l'image dans ce type, notamment de poésie ekphrastique, hein. Heu, le poème, suit la production, de l'image picturale. Et cette ekphrasis poétique, a donc connu de profondes évolutions au fil du temps, dans ses formes et dans ses intentions. Et c'est ça que, on va regarder, d'un petit peu plus près, d'ici quelques minutes. C'est-à-dire qu'on va s'éloigner d'une approche mimétique
qui consisterait justement à s'approcher le plus possible de la représentation du tableau, à traduire en mots ce que représente le tableau, pour devenir en fait une façon de réfléchir au rapport du pictural et du poétique, et au rapport aussi du pictural et du poétique au réel, dans une réflexion qui sera largement métapoétique pour questionner ces liens entre verbe poétique et visuel. Et ça, c'est particulièrement vrai avec l'apparition de l'abstraction, où en fait disparaît la figure du tableau. Euh, You note que cette disparition de la figure dans l'art abstrait modifie profondément la description. C'est la dernière citation. La peinture moderne en particulier, non, juste avant, pardon. La peinture moderne, en particulier dans sa phase abstraite, a périmé de larges zones du discours descriptif classique. Ce ne sont pas seulement des référents réels qui sont devenus obsolètes, c'est la référence comme telle du tableau à un étang extra-pictural. Donc celui qui décrit, euh, alors oui, j'ai pas précisé, mais Vouillot ne parle pas ici exclusivement de texte poétique, hein, il parle de la description de tableaux en général. Celui qui décrit ne peut plus se raccrocher aux figures, mais seulement à la matérialité de la peinture. Et deuxième citation, là c'est la page suivante, merci. L'intérêt passionné que les écrivains ont pu porter à la nouvelle peinture a peut-être trouvé sa source, ou du moins un aliment substantiel, dans cette remise en question du langage impliquée par le travail des peintres. Car si la destruction de la représentation picturale et la destruction de la représentation littéraire ne furent pas interdépendantes, elles ont été au moins congruentes. Comme on ne peut représenter la destruction de la représentation picturale, c'est le statut même de la description qui est menacé, en tant que modalité linguistique subordonnée institutionnellement à la représentation verbale du tableau représentatif. Donc, le mode mimétique, réaliste, disparaît. On n'est plus dans l'imitation, on n'est plus dans la simple transposition inter-artielle, et on va du côté du dialogue, où les poèmes proposent une relecture, une recontextualisation du tableau. Donc on est du côté de la réception et de la réflexion dans les deux sens du terme, c'est-à-dire réflexion au sens de renvoyer la lumière, renvoyer l'image modifiée du tableau, hein, qui est bien le point de départ du poème, mais surtout réflexion au sens de penser l'art, penser l'écriture, penser la représentation, penser le regard. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui reste de la description de l'œuvre visuelle source dans ces textes et ce qui intéresse les poètes dans ces œuvres. Donc on en arrive à ma troisième partie, avec des études de cas, disons. J'en ai beaucoup, mais peut-être vais-je couper ou en tout cas, ça va Caroline? OK. Je vais passer plus vite sur certains exemples et un peu moins vite sur d'autres, sans doute plus riches et intéressants pour mon propos. Donc ces 5 exemples me permettent de vous proposer un parcours, donc encore une fois, hein, pas du tout, représentatif de tout ce qui a pu être fait en termes d'ekphrasis, poétique, mais voir différentes modalités, différents objectifs et différents degrés, disons de description. Mon premier exemple, on peut voir si vous voulez sur l'image suivante. On est dans un exemple d'ekphrasis extrêmement classique, descriptive. C'est un poème donc de Julián del Casal, cubain, publié en 1892 dans son deuxième recueil, Nieve, donc poète moderniste, qui a découvert avec fascination l'œuvre de Gustave Moreau, donc du peintre symboliste français, dans une édition à rebours de Huysmans où étaient reproduites certaines œuvres en noir et blanc. Et en fait, il a été voilà, très très admiratif de ce travail et il a décidé de célébrer ces œuvres dans des sonnets qu'il va d'abord envoyer à Gustave Moreau. Et il va comme ça entamer une correspondance avec le maître, hein, celui qu'il présente comme le maître, hein, qui d'ailleurs
est plus âgé, hein. Julián del Casal est tout jeune et il s'adresse plein d'admiration à ce grand peintre. Et ensuite, il va donc publier cet ensemble de sonnets dans la section qui s'intitule Mi Museo Ideal, donc dans son recueil Nieve. Donc là, on voit le, donc le tableau qui représente Galatée, une Néréide, c'est-à-dire une nymphe marine, qui est aperçue par le cyclope Polyphème. Euh, donc là, on est dans la scène première, donc de la vision et du voyeurisme de Polyphème. Et cette nymphe va se refuser à lui et va s'éprendre ensuite de Assis. Mais ça n'apparaît pas ici, ça n'apparaît pas dans le poème, on est dans la première scène. Et ce que l'on voit dans le poème, c'est d'abord que l'on retrouve tous les éléments reconnaissables du tableau, tous les éléments principaux, à savoir bien sûr les noms propres, les champs sémantiques qui renvoient à cet environnement marin, aux couleurs, même si en fait Julián del Casal les imagine, puisqu'il n'y avait pas accès sur cette édition. La lumière, la sensualité. Euh, donc j'ai distingué avec les couleurs tout ce qui se rapporte à Galatée en rose, à Polyphème en vert, très très limité, et à cet environnement marin en bleu. Donc on voit que toutes les grandes caractéristiques du tableau se retrouvent dans le poème. L'œil vert de Polyphème, le corps, donc objet de désir de Galatée. On a une conformité de la représentation avec celle du tableau. On nous décrit une scène au présent. Donc cet emploi du temps présent est aussi caractéristique du descriptif. Et aussi cette impression de statisme ou de passivité qui se trouve inscrite dans les verbes. Hein, Galatea del sueño el bien disfruta, Polifemo olvida, el vigor pierde, permanece absorto y mudo, mirando. Donc on est dans la passivité, aussi bien du côté de Galatée endormie que du côté de Polyphème, euh, regardant, observant, contemplant le corps de Galatée. On est dans un poème qui simplement rend hommage à l'art du peintre en offrant une sorte d'équivalent poétique du tableau, qui est le témoin justement de son admiration, et où, de la même façon que Moreau va travailler avec cette profusion de couleurs, eh bien, Julián del Casal, en bon moderniste qu'il est, va travailler énormément sur les sonorités, sur les allitérations, les assonances. Je ne m'étends pas dessus par manque de temps, mais on peut y voir aussi une sorte d'équivalence en fait, hein, entre les deux œuvres. Donc on est en plein dans l'Ut Pictura Poesis, le poème donne à voir. Alors, au XXe siècle, comme je le disais tout à l'heure, les choses vont changer. Et cette recherche de la mimésis va un petit peu s'étioler, hein, s'éteindre. Et on va assister, comme le dit Vouillou, je cite, hein, à la substitution d'un discours métaphorique du tableau. Le discours est une métaphore du tableau. Un discours descriptif métonymique du tableau. Le discours décrit métonymiquement le tableau. Donc, au lieu d'essayer de retranscrire, transposer dans les mots ce que représente le tableau, on est plutôt du côté de la métaphore. Donc, on a un glissement progressif depuis des formes qui conservent une part donc plus explicitement descriptive vers autre chose et vers des formes, comme le dit Vouillou, beaucoup plus métaphoriques. Alors, mon deuxième exemple, donc là, vous avez, alors j'ai dû mettre, c'est un long poème, donc il est en colonne, en tout petit, il est un petit peu long, je suis désolée. Et sur l'image suivante, vous avez le tableau de Monet
auquel se réfère Octavio Paz, donc les 4 arbres, tableau de 1891. Donc là, c'est un poème qui appartient à la quatrième section, Visto y Dicho, du recueil Árbol Adentro, qui est publié par Paz en 1987. Donc, dans cette section, on a 9 poèmes qui tous partent d'un tableau ou d'une œuvre au sens plus général, d'un artiste, disons, hein, comme Miro, par exemple. Donc là, ils ont tous cette origine picturale. Alors ici, comme dans l'exemple précédent, on voit que la référence est précisée dès le titre. Le titre reproduit le titre du tableau. On a la dédicace aussi à Claude Monet. Donc le poème s'annonce dès le départ comme à la fois ekphrasis et hommage. Donc, on est face à quelque chose de très classique encore. Et cette référence se retrouve à l'intérieur du poème. Cette référence au contexte de création, même, puisqu'au vers 53-54, la voix poétique nous parle des 15 minutos sitiados que ve Claudio Monet desde su barca. Donc, le moment que Monet a tâché de saisir, hein, cet instant qui correspond en fait au crépuscule au bord de cette rivière, je ne sais pas quelle rivière. Euh, donc le titre donne le thème du tableau et il est repris, on le voit au vers 15, Los Cuatro Chopos, qui apparaissent au bas de la première colonne en bleu. Et qui, donc ce vers qui occupe une strophe entière et qui est ainsi mise en valeur et qui clôture la première phrase qui s'étendait sur tout l'ensemble des 14 vers précédents. Bon, du côté métrique, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas ce qui m'intéresse, mais on peut reconnaître une silva moderniste, puisqu'on a dans ces 65 vers répartis en 15 strophes, des étasyllabes, des énéasyllabes, des endécasyllabes et 3 alexandrins. Donc, on est dans une forme qui est quand même, alors pas classique, mais voilà, moderniste. À un premier niveau, on reconnaît là aussi une description on ne peut plus classique. On est vraiment dans l'ekphrasis, c'est-à-dire que le poème nous offre d'une part des repères spatiaux, ici soulignés que j'ai marqué en rouge, hein, allá abajo, atrás, entre el cielo y el agua hay, etc. Donc on nous donne des repères spatiaux. On nous donne tous les éléments concrets et reconnaissables du paysage, ici en bleu. Los chopos, el charco, el cielo, las frondas, el agua, el sol, las plantas, las ramas, etc. Les couleurs aussi, très importantes. Amarillo, rosa, violeta, azul, verde. La situation temporelle du crépuscule, on est presque dans une exhaustivité ici, hein, au niveau de la description du tableau. On retrouve aussi le temps présent, le temps de la description du moment représenté dans l'œuvre. La récurrence aussi du motif des yeux et du regard, que j'ai surligné en vert. Regard, alors ici, à la fois, enfin, ou essentiellement du jeu poétique, lo que veo, con los ojos las oigo, esto que veo, etc. Et l'œil aussi du peintre, esos 15 minutos que ve Claudio Monet. Donc, c'est le jeu poétique qui se présente comme observateur décrivant ce qu'il voit. Et donc le point de départ de l'écriture, c'est la vue, mais qui fait pendant à la vue aussi du peintre. On retrouve aussi des déictiques qui renvoient donc non seulement à la vue, mais aussi au contexte d'énonciation, esta línea, este mundo, esto que veo. Donc on a cette ekphrasis classique. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir que ce qui intéresse ici Paz n'est pas seulement de décrire fidèlement ce que représente le tableau, bien sûr, ces 4 peupliers au bord de l'eau au coucher du soleil, mais
ce tableau impressionniste suscite à son tour, de la même façon qu'il va, en tant que tableau impressionniste, partir des impressions visuelles euh, du regardant, il va à son tour susciter des impressions chez le récepteur, on va dire, le spectateur du tableau, et être le point de départ d'une réflexion métapoétique et même métaphysique à partir d'une analogie entre peinture et poésie. D'abord à un premier niveau, qui est cette comparaison qui apparaît dès le premier vers du poème, entre écriture poétique et le motif même du tableau, que sont les quattrocopos. On a ce départ, como tras de sí misma va esta línea, como esta misma línea vuelve todas sus letras una columna diáfana, etc. Cette analogie établie entre le poème qui est en train de s'écrire et le mouvement des quatre peupliers. Donc le mouvement poétique est décrit comme à la fois horizontal et vertical. Tras de sí misma va esta línea por los horizontales confines persiguiéndose, et ensuite avec, dans la deuxième strophe, l'idée de cette columna diaphane. Euh, donc ce double mouvement horizontal et vertical qui est propre à la poésie, qui est d'autant plus vrai quand on voit le poème avec une mise en page digne de ce nom, où on a vraiment une colonne euh, très comme ça, effilée comme peuvent l'être les peupliers. Donc ces lignes, ce mouvement vertical correspond aux lignes verticales des troncs dans le tableau, et le mouvement horizontal correspond à l'horizontalité de l'horizon et de la rive dans le tableau. Et toujours dans cette comparaison, le deuxième élément de comparaison entre écriture poétique et tableau, c'est cette idée d'une écriture insaisissable qui échappe au créateur, de la même façon que ce moment fugitif que le tableau essaie de saisir, et cette vue des arbres au crépuscule pardon, qui est vouée à disparaître dans l'obscurité de la nuit. Donc, on est bien face à un poème sur l'écriture et sur la peinture, sur l'espace et le temps. L'espace comme le temps sont au cœur des interrogations aussi bien du tableau que du poème. Dans les deux cas, il s'agit de saisir un instant, de saisir une vision éphémère, et le poème est lui aussi euh, présenté comme à la fois espace et temporalité de l'écriture, de la lecture, et mouvement infini. C'est le vers 12, hein, como esta línea que no acaba de escribirse. Donc une dynamique, en fait, qui n'est jamais statique. Et un deuxième niveau, hein, le deuxième niveau, disons, de cette réflexion poétique, c'est que le poème cherche à approcher par les mots ce que suscite le tableau visuellement, c'est-à-dire cette impression fugace, justement. Le jeu poétique propose une lecture du tableau de Monet, c'est-à-dire que ce que le peintre nous montre du paysage nous dit quelque chose du monde. On n'est pas seulement dans le fait de saisir un instant, mais en fait, cette vision des quatre arbres renvoie à une réflexion sur l'impermanence des choses, sur le passage du temps, sur la vision et les apparences, sur l'être, son caractère insaisissable. Et donc, c'est ce que l'on voit dans tout ce que j'ai surligné en jaune, qui donne cette idée de fugacité, d'évanescence, d'un temps qui est à la fois infini et en perpétuelle mutation, instable, changeant, insaisissable, voué à disparaître. Donc on voit que le poème s'inscrit dans la veine de l'Ut Pictura Poesis, et on a des points communs avec le poème d'El-Kassel, hein, dans cette idée d'hommage, cette idée de témoigner d'une admiration pour le peintre, pour son œuvre.
Mais ici, cette Ut pictura poesis passe vraiment par l'autoréférentialité explicite. C'est pas seulement la référentialité au tableau, mais c'est aussi l'autoréférentialité. Le poème parle du poème, en train de se faire et en plus de cela, on a une réflexion qui est menée à plusieurs niveaux, pas seulement littéraire, mais aussi au niveau plus général de l'être, le temps, donc ce côté, métaphysique, que je disais tout à l'heure. Et donc au-delà de la description, on est, vraiment dans cette métaphorisation dont parlait, heu, Vouillot. Donc le poème part des aspects concrets, plastiques du tableau, mais tend vers l'abstraction, philosophique. Ça, c'est intéressant aussi parce que, le tableau de Monet lui-même, qui est bien sûr, totalement figuratif, Monet n'est pas encore, du tout, enfin, il n'est pas du tout dans l'abstraction, mais malgré tout, on voit que, on est dans une période où, la construction se fait beaucoup plus géométrique. On a une simplification des formes quand même. On a ces verticales, cette horizontale, cette symétrie, qui montre que l'abstraction n'est pas loin, on se profile déjà. Et je pense d'ailleurs à l'exposition qui a eu lieu à Paris, il y a quelques années, en 2018, sur, les nymphéas et l'abstraction américaine, et le dernier Monet, qui montrait bien cette influence, qu'a eu Monet donc sur l'abstraction américaine, hein. Donc Monet est aussi vu comme un peu pas un précurseur, mais disons, un moment de la peinture qui va, préparer l'avènement de la peinture, abstraite. Hem, je passe peut-être à l'exemple suivant. Alors, dans l'exemple, suivant, le poème est donc de Cristina Peri Rossi, heu, publié en 1999 dans Las musas inquietantes et donc dans ce poème, Peri Rossi, propose une relecture critique, subversive, féministe du tableau de Vermeer. Donc là, on est, dans un éloignement temporel de plus de 3 siècles. Donc ça, c'est déjà important, à remarquer. Hem Et juste pour vous situer un petit peu le poème, il apparaît donc dans ce recueil qui reprend le titre d'un tableau de Chérico. Et le recueil se compose de 50 poèmes, brefs, qui tous partent d'un tableau ou d'une œuvre d'art. Je crois qu'il y a un exemple de sculpture seulement. Les autres sont bien des tableaux. Ce titre, le titre de l'œuvre apparaît toujours en sous-titre, entre parenthèses comme ici. Hem Et donc le recueil, construit une sorte de musée imaginaire, très, très, largement, masculin, puisque les peintres, qui donnent lieu au poème sont tous, ou presque, des peintres célèbres et européens. On a seulement 3 non européens et une seule femme. La dernière, enfin c'est le dernier poème, c'est Leonor Fini qui clôture le recueil. Et à l'inverse, les représentations, que proposent les tableaux sont en très grande partie féminines. Donc la le recueil s'interroge en fait sur ces représentations de femmes dans la peinture masculine et essentiellement européenne. Et donc cette orientation, on va dire, féministe, et cette, lecture subversive que va nous proposer Perillo aussi dans le texte, apparaissent déjà de façon sous-jacente, dans le titre. Claroscuro, qui, alors bien sûr, est en partie référentiel, puisqu'on reconnaît là une caractéristique, plastique, hein, majeure de l'œuvre de Vermeer. Mais surtout, l'idée du texte est de nous montrer l'envers du décor, la part d'ombre de ce tableau, qui est mondialement connu, mondialement célébré comme un chef-d'œuvre, mais que, Perirossi va prendre un peu à contre-pied. Donc j'ai distingué, en fait 3, on va dire 3 mouvements dans le poème. Heu,
d'abord en bleu, le premier mouvement, la description proprement dite, hein, qui correspond aux 3 premiers vers et puis aussi au vers 5. La description de ce que l'on voit dans le tableau. Donc là, c'est l'ekphrasis, mais on voit déjà orienté et focalisé sur les éléments qui intéressent ici notre voix poétique. C'est-à-dire qu'on a cette focalisation sur les mains, les doigts, la tête penchée, donc ce travail laborieux et ce champ d'action de la femme ici, de la dentelière, très restreint, avec l'applicación, los dedos, concentrada, minuciosa. Donc on ne parle pas de ce qui ne va pas intéresser le propos. En vert, on a une sorte de transition pour arriver ensuite au troisième mouvement en rouge. Cette transition qui part donc des éléments visibles du tableau pour aller vers ce qui ne se voit pas, mais ce que dévoile en fait c'est cette activité de la dentelière, avec déjà un début de prise de parti. On le voit avec les termes qui sont connotés négativement. El sometimiento, la sumisión, la tarea obsesiva, aprendizaje de la sumisión y del silencio. Donc là, on commence à vraiment orienter vers cette idée de la signification réelle de cette activité domestique dévolue aux femmes. Et surtout, dans donc, le troisième mouvement, apparaît le commentaire suscité par le tableau et il apparaît au discours direct, donc dans les 4 derniers vers, comme une prise de parole qui vient s'opposer justement au silence qui clôturait le deuxième mouvement, l'aprendizaje del silencio, et là surgit une voix et un jeu. Madre, yo no quiero hacer el encaje. Donc c'est comme si c'était un hors-champ. On sort en fait du tableau et on a ce discours alors intemporel puisqu'il est impossible de situer temporellement cette voix féminine, mais c'est un discours de rébellion et d'opposition à l'aliénation que représente ce modèle féminin patriarcal que l'on a dans le tableau. Et un discours qui va jusqu'au rejet de la condition féminine même, hein, dans le dernier vers, no quiero ser mujer. Et qui nous parle de cette transmission aussi intergénérationnelle, féminine, d'une forme de servitude. Ce n'est pas seulement la représentation euh, de la part d'un homme, hein, de cette image de femme, mais c'est aussi une transmission comme le montre le terme saga, qui est intéressant d'ailleurs puisqu'il fait paronomase avec la soga, la Pesarosa saga. Donc on a je pense ce jeu entre la lignée et la corde au cou ou au pied. Donc on voit que Perirossi dans ce poème prend totalement le contre-pied de la lecture qui est généralement faite de l'œuvre, la lecture et la réception, l'admiration qui est généralement vouée au peintre et à cette œuvre, pour dénoncer la place assignée aux femmes et leur représentation perpétuée par l'art. C'est vraiment une réponse au tableau et une relecture donc contemporaine, totalement anachronique, féministe, iconoclaste, hein, du tableau. Finalement, ici, et contrairement aux 2 exemples précédents, l'intention du peintre, les moyens qu'il a mis en œuvre, les éléments plastiques du tableau n'importent pas. Tout ce qui compte, ce sont les implications, disons, sociologiques de cette représentation, pour dénoncer donc la permanence historique d'une situation de subordination des femmes et de transmission de la soumission, qui fait donc de ce poème un poème fondamentalement politique. Alors pour terminer, ouais, ça va faire 1 heure bientôt déjà que je parle. Ouais. Pour terminer, 2 exemples alors qu'il a
sont bien différents, puisqu'il s'intéresse cette fois à des œuvres, on va dire à mi-chemin entre abstraction et figuration. C'était, mon idée de départ de travailler uniquement sur ce type de poème, puis bon finalement j'ai dévié ou j'ai, élargi, la perspective. Hem et là, ce qu'on va voir avec, ces 2 exemples, donc Line d'un côté et Varela de l'autre, c'est que l'imitation, pour le dire comme ça, se trouve à un autre niveau, non plus dans la description, l'ekphrasis au sens le plus restreint du terme, mais où en fait le poème va s'approcher hem, de l'effet produit par le tableau grâce aux moyens, qui sont les moyens de l'écriture, poétique. Alors il y a un petit défaut sur la je sais pas pourquoi, sur la reproduction du tableau de Kandinsky. Il y a un trait noir qui bien sûr n'est pas dans le tableau. Hem, alors juste une petite précision sur ce poème. Hem, Line, contrairement donc aux exemples précédents, ne précise pas de quel tableau il s'agit. Il donne dans le titre, le nom du peintre, la date, mais on n'a pas le titre du tableau. Heu, Là, c'est le tableau qui apparaît sur un blog qui est très bien fait avec, des tas de poèmes ekphrastiques avec le le tableau en regard. C'est celui-ci qui a été choisi. J'ai trouvé, c'est sur l'image suivante, 2 autres, œuvres qui pourraient aussi peut-être, correspondre, puisqu'en fait dans le poème il y a très peu d'indices aussi, si ce n'est que, on est au bord de la mer, et qu'on est entre, voilà, on est dans la figuration, mais heu, une figuration qui dévie, largement déjà vers, l'abstraction. C'est ce qui correspond, hein, à ces années, enfin donc début 20e, Kandinsky, c'est là qu'il aborde le l'abstraction, progressivement. Donc le poème est tiré de Pena de extrañamiento, pardon, 1986. Et ce que l'on voit, c'est que, le poème dit ce passage de la représentation à l'abstraction chez le peintre, en transposant poétiquement les procédés, qui sont à l'œuvre, dans le tableau. C'est-à-dire dans le tableau, si on fait très, très vite, on voit que, Kandinsky utilise les couleurs primaires déjà, des touches très grossières, qu'on n'a pas de figures reconnaissables, on a plus des formes que des figures. C'est le titre qui, peut nous mettre sur la piste de ce que l'on est en train de voir. Sinon, on peut reconnaître, oui, sans doute le ciel, la mer et la plage avec ce jaune, mais ces formes, sont difficiles à identifier. Et de la même façon, eh bien, le poème, heu, est déjà un poème très bref, heu, assez minimaliste, qui laisse la place, une grande place au blanc et au silence, qui a un lexique à la fois limité et répétitif. La relación de unas cosas con otras, y va borrando poco a poco las cosas, versos sin palabras, formas sin figuras, hein. Donc un lexique très basique, beaucoup de répétitions, un côté très élémentaire, très imprécis et approximatif aussi, cosas, poco a poco, formas, figuras. On voit qu'en fait, toute cette première strophe, est plutôt du côté de l'abstraction et que les éléments concrets, figuratifs apparaissent dans la deuxième strophe. Mais ce qui est intéressant, c'est que, tous ces éléments, on va dire figuratifs de la deuxième strophe, sont niés. No bien partía un barco de oro de la orilla, cuando ya no era orilla, ni barco, ni partía. Et on a donc cette répétition donc de la négation, heu, les verbes aussi qui disent la disparition, donc tout dit la disparition, la négation, l'absence. Heu Et à la fois, l'autre chose qui est intéressante, à voir, c'est que, versos sin palabras, formas sin figuras, on a aussi
ce parallèle, cette analogie entre poésie et peinture, donc cette ut pictura poesis, dans ces 2 vers. Donc on a, cette autoréférentialité du poème. Donc finalement et c'est ce que montre aussi le titre, hein, qui, donc ne reprend pas le titre de l'œuvre, mais le nom du peintre et la date, heu, on voit qu'ici le poète s'intéresse, et à l'inverse de l'exemple précédent, à la démarche créatrice plus qu'au tableau, comme résultat. C'est-à-dire voilà, ce moment de la peinture où, ici, ce peintre Kandinsky, bascule, si l'on veut, c'est mal dit, dans, du côté de l'abstraction et le poème lui-même, heu, reproduit d'une certaine façon ce mouvement d'abstraction. Hem, donc le mimétisme, il est à ce niveau-là, dans ce jeu entre figuration et abstraction et dans cette simplification extrême de l'écriture. J'en arrive, on arrive au bout, au dernier poème. Donc le poème Tapies Puertas de Blanca Varela, qui appartient au Canto Villano de 1978 et qui est le dernier poème de la section Ojos de Ver. Hem, alors qui là aussi, ne précise pas, enfin, ne renvoie pas à un, tableau en particulier, mais qui renvoie à tous ces nombreux tableaux, qui représentent des portes, chez Tapies. Ici, je vous ai mis, un exemple. On voit dans le titre qu'il y a, quand même des dizaines et des dizaines de tableaux dont le titre comprend la porte, hein, la porta. Hem, alors ici aussi la référentialité elle est minimale. Donc on a le nom du peintre, on a, l'élément, reconnaissable, puertas, qui réapparaît, dans le texte et c'est tout. Éventuellement, la mention du yeso, dans le fragment numéro 3, donc qui peut renvoyer à une des matières, premières, utilisées par l'artiste. Heu et aussi cette numérotation des fragments qui peut renvoyer à l'idée de série que l'on a, aussi dans les tableaux de Tapies. Mais, c'est tout. Hem, pour le reste, le rapport au référent pictural passe par les caractéristiques de l'écriture et de la présentation des vers sur la page. L'écriture met ici en œuvre des procédés comparables à ceux utilisés par Tapies dans sa peinture. Alors d'abord, ce qui attire l'attention, bien sûr, c'est cette fragmentation, la brièveté, la concision, heu, du poème et de ces petits fragments. Aussi la place du vide et des blancs typographiques, encore plus que dans l'exemple précédent, puisque le silence, est introduit à l'intérieur même des vers. Je pense au fragment 3 et au fragment 5. Heu, on a un blanc typographique en plein milieu du vers qui rappelle en peinture ce que l'on appelle la réserve, donc ces espaces, non peints à l'intérieur du tableau. Hem et donc on voit, et c'est quelque chose que l'on retrouve souvent chez Blanca Varela, cette importance du vide, du silence, un silence aussi important que les mots, que la matière ici verbale ou chez Tapies la matière, picturale. Hem, la forme du poème évoque, nécessairement la forme du haïku. Les haïkus, on sait que ce sont 3 vers qui font au total 17 syllabes, hein, 5, 7, 5 syllabes. Heu, ici, on a pour chaque fragment 2 ou 3 vers et alors les vers sont très irréguliers, hétérométriques, mais on a quand même pas mal, justement de vers de 5 ou de 7 syllabes. Donc on a cette première, ce premier rapport au haïku et surtout, la, mmh, cette, oui, ce rapport au haïku, on le retrouve aussi dans,
ces impressions fugaces, hein, ces images suggérées, dans chaque fragment, cette idée d'une immédiateté dans l'écriture. Heu et bah, le haïku, on sait aussi que, il entretient des liens avec la peinture, avec la calligraphie, cette idée d'un tracé, rapide, qui, permet de, retranscrire là aussi un instant, la fugacité d'un instant. Hem et là, dans le poème, on est, dans ce minimalisme de l'expression, qui est marqué par l'absence de ponctuation, par la parataxe, par le style nominal. On n'a aucun verbe, on n'a absolument pas de narratif pour le coup. Hem, de la même façon que, ta pièce pose de la matière, pose parfois des signes, des formes, y compris, heu, reconnaissables ou plus ou moins reconnaissables, encore plus avec le titre, mais sans qu'apparaisse de lien évident, entre les uns et les autres, hein. De la même façon qu'ici les fragments, heu, peuvent apparaître, au premier abord assez, indépendants les uns des autres. Hem, on a ce rapport aussi entre concret et abstrait, figuratif et abstrait, ne serait-ce que dans la première image de l'homme qui apparaît comme medio punto negro. Là, on est du côté de la forme plastique, même s'il y a peu d'allusions à la matérialité du tableau ensuite dans le poème. On est déjà du côté de l'abstraction. Aussi dans cette comparaison, dans le fragment numéro 4 entre le monde, la porte et donc l'œuvre d'art, hein, et on voit que, ce motif de la porte, qui apparaît donc dans les œuvres de Tapies, renvoie à un symbolisme, fondamental. Alors la porte, oui, c'est toujours un symbolisme construit sur des antithèses entre, passage et séparation, ouverture, fermeture. Ici, c'est la porte entre, l'ombre et la lumière, la vie et la mort. Heu, ce qui permet donc de faire le lien dans ce fragment, 4 entre, donc cet élément plastique de la porte, l'œuvre d'art elle-même et le monde. Donc l'œuvre d'art comme reflet aussi du monde. Hem et comme donc un refus de l'anecdotique, de l'anecdote, pour aller vers, l'essentiel finalement. La porte permet de, représenter ici, heu, cette, séparation ou ce passage entre, la vie et la mort. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est, ce style nominal, donc qui est aussi un trait, très commun de l'écriture poétique, contemporaine, mais ici, c'est un style uniquement nominal. Hem et je pense qu'il joue un grand rôle dans ce rapprochement entre écriture et peinture. Là, je citerai, Michel Collot dans son magnifique, ouvrage «La matière-émotion», et qui dit que la phrase nominale, qui ignore la distinction entre sujet et prédicat, se prête tout particulièrement à l'expression d'une relation antéprédicative au monde, où le sujet ne se différencie pas de l'objet, comme dans l'émotion ou la sensation, antérieure à toute analyse et à tout jugement. C'est-à-dire que la phrase nominale n'est pas l'expression d'une action, ou d'un état de choses, mais elle pose une existence. Le substantif apparaît en lui-même, pour lui-même et en dehors de tout procès et de toute temporalité. Heu et donc les frontières qui sont normalement claires entre le sujet et le prédicat d'une part et le locuteur et l'énoncé, d'autre part, disparaissent au profit d'une certaine fusion et d'une immédiateté. Heu, donc sans la médiation du locuteur, le lecteur est mis en présence d'objets, d'existences qui semblent comme ça, surgir spontanément dans le texte. Heu, un effet qui est renforcé ici dans le poème par l'absence d'articles, soit, en tout cas, l'absence d'articles, hem, indéfinis. Donc comme le signale Collot, cette structuration de la phrase
heu, a à voir avec cette relation d'immédiateté au monde qui s'établit dans la sensation et dans l'émotion, mais aussi celle qui s'établit dans le rapport à l'œuvre d'art. Et là, je citerai Vuillou, qui dit: «Tandis que le locuteur existe dans ce qu'il dit, le peintre inexiste dans ce qu'il peint. Existe le peintre, la seule altérité que reconnaît en face de lui le spectateur, ce n'est pas celle du peintre, c'est celle du tableau. Soit ce que Lacan appelle le regard du peintre dans le tableau et qui, donnant à voir, ne se voit pas.» Donc en fait, la communication en peinture, d'après ce que nous dit Vuillou, s'établit directement entre le spectateur et le tableau sans la médiation de l'artiste, et non pas entre le peintre et le spectateur. Et ici aussi, la voix poétique, semble s'effacer pour laisser toute la place aux mots et aux images sur la page. Donc le lecteur se retrouve face à ces mots posés sur la page, un peu comme face au tableau, et dans une attitude qui est d'ailleurs assez proche. À la fois, on a une certaine évidence de ces objets posés et présentés aux yeux, et c'est, comme dans le poème de Lynn, hein, c'est un lexique extrêmement, élémentaire, je vais dire, heu, extrêmement simple, ici très concret en plus, hein. Et en même temps, on a la déstabilisation, la perte de repères pour lire ces vers. Qu'est-ce qu'on en fait de ces images? Donc les 2 œuvres questionnent et remettent en question la représentation et le regard posé sur le monde. Hem, Bien, juste alors, pour conclure, parce que je parle trop, quelques idées que je retiendrai, de ces lectures que j'ai faites, aussi bien théoriques que lecture de poèmes. D'abord, cette idée que le rapport entre la poésie et la description questionne la définition même de la description, et cette définition, elle est difficile à établir. Heu, il y a différentes approches, l'approche par, la finalité, les intentions de la description. Est-ce que, Heu, voilà, l'intention, ce serait de donner à voir le réel, ce serait cette fonction mimétique de dépeindre, le texte tableau dont on parlait tout à l'heure. Une autre définition qui serait du côté d'une définition par la thématique ou par l'objet, c'est, ce que propose Genette, hein, en distinguant la représentation d'objets, d'êtres, de paysages, qui serait la description, et de l'autre côté, la narration comme représentation d'action. Ou, une définition plutôt par les structures langagières, engagées par le descriptif, les composantes, et là je pense à la proposition d'Hamon, lorsqu'il parle donc, des 3 composantes de base, hein, pantonyme, nomenclature, prédicat, ou, on peut penser à cette, à l'abondance de noms, d'adjectifs par rapport aux verbes, qui où les verbes seraient plutôt du côté de la narration. Bref, on a différentes définitions qui toutes semblent, assez limitantes, même si celle de Hamon me semble être la plus peut-être, la plus pertinente, la plus juste, pour, embrasser toutes les nombreuses formes que peut prendre le descriptif. Mais on a quand même du mal à trouver une définition qui soit, valable, partout. Hem l'autre idée, c'est que ce descriptif, il est, me semble-t-il, évidemment présent dans la poésie contemporaine, comme la narration d'ailleurs, heu, même si la narration, heu, n'est pas omniprésente, le descriptif peut-être plus. Mais son intention en tout cas n'est pas mimétique. Le tableau est bien souvent le point de départ pour les poètes d'une réflexion sur la représentation, sur la création, sur l'écriture, qui passe par cette autoréférentialité du poème, et c'est une autoréférentialité qui, prend le biais de l'œuvre picturale, et où, finalement l'ekphrasis qui semble a priori impliquer, la description, c'est contenu dans la définition même du terme, eh bien cette ekphrasis peut être dénuée,
finalement de description proprement dite. Heu, on a la référentialité, mais on n'a pas de description. C'est le cas ici dans le poème de Varela, hein, c'est une espèce de degré zéro de la description. On a la simple mention du motif pictural des portes et ensuite, ça ouvre vers autre chose. Donc l'imitation, pardon, se joue à un autre, niveau, heu, ce que j'essaie d'expliquer sur cette approche de l'abstraction par, les moyens de la poésie qui essaie hem, de la même façon que le peintre pose, ses formes sur la toile ou ses signes sur la toile, heu, le poète pose ses mots sur la page et établit un rapport au lecteur qui est proche de celui du spectateur au tableau. Donc la peinture, dans ce type de texte poétique est plus qu'un thème, hein, est plus que, oui, l'objet, disons, le sujet du poème, mais la peinture devient un miroir où la poésie, à la fois se voit reflétée dans ses interrogations sur, le langage et la poésie aussi entrevoit de nouvelles, possibilités expressives. Voilà, quelque chose qui mériterait d'être bien plus développé, mais voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Gaëlle, c'était vraiment passionnant, hein. Merci pour toutes ces réflexions qui forcément hein, amènent à d'autres idées. J'ai beaucoup aimé l'idée de partir de l'ekphrasis, de partir du tableau. Et dès le début, je pense à Blanca Varela, Caroline, j'imagine aussi. Hein, Puertas, je pense, on était beaucoup à l'avoir en tête. Enfin, surtout ceux qui travaillent sur Blanca Varela en ce moment. Je me dis que du coup, ça serait intéressant d'aller voir aussi ce qui se passe du côté du portrait ou de l'autoportrait. Ça serait une communication complètement différente, mais bon, dans l'idée, ça serait intéressant à aller voir. Et le fait que tu te bases sur un poème d'Octavio Paz, je me suis dit que ça serait intéressant d'aller voir aussi ce qu'il dit dans El arco y la lira. Oui. Parce que justement, il interroge cette question-là du langage. Et je pensais à un petit passage où il dit a la explotación del folclore, el uso del lenguaje coloquial o la inclusión de pasajes deliberadamente antipoéticos o prosaicos en medio de un texto de alta tensión tienen el mismo sentido que el empleo de dialectos artificiales por los poetas del pasado. Enfin, c'est-à-dire que lui, il rejette en gros le descriptif en disant quand on est trop concret, trop prosaïque, c'est plus de la vraie poésie. Cette espèce d'approche de Paz qui est un petit peu comment dire, oui, un petit peu à l'ancienne quand même, enfin, dans l'idée que la description doit être plus qu'une description et doit tendre vers le philosophique, sinon on est dans le trop prosaïque. Et donc on est un peu dans ce qu'on retrouve chez Blanca Varela, c'est-à-dire que la description n'est jamais que description, mais elle va toujours vers un degré philosophique un petit peu supérieur. Mmh. Et c'est en ce sens-là que j'ai trouvé intéressant ton expression quand tu dis que finalement dans Puertas, on serait dans le degré zéro de la description. Je me demande si Paz ne considérerait pas que justement on est dans un degré supérieur de la description. Oui. Voilà, parce que c'est une description, mais justement, ça amène une pensée philosophique et je pense que ça serait ce qui y verrait. Voilà, donc première question, qu'est-ce que tu en penses? Deuxième question, bon, c'est vrai qu'il y a cette vision de Paz qui a cette vision-là du descriptif. Mais à l'inverse, on a quand même tout le courant, là je reviens vers mes marottes, de la poésie conversationnelle ou du rap aujourd'hui qui justement cherche à aller vers le réel et à tendre vers voilà, la description du réel, quoi. Donc là, on est complètement dans une attitude différente par rapport à ce que la poésie, enfin la relation entre poésie et description, quoi. Mmh. Un petit Ouais, peu. Voilà l'état de mes réflexions. ouais, merci Sandra. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, bah, bien sûr, poésie conversationnelle, on est dans la veine de la poésie, sociale, donc Oui. ancrée, dans le réel, là où, bah, du côté de l'ekphrasis, on est
on ne peut pas généraliser non plus parce que, par exemple, Perirosi, c'est pas du tout ça. Mais on serait plus du côté de cette poésie lyrique, alors pure, j'aime pas le terme, mais on retrouve cette dichotomie, ouais, bien sûr. Alors, comme j'étais partie vraiment avec l'idée d'Ekphrasis en tête, j'ai pas du tout parlé de ça, mais évidemment, heu, c'est quand je faisais allusion à ces formes poétiques contemporaines, qui restent ancrées dans le réel et dans le descriptif, j'aurais pu en parler, tout à fait. Oui, c'est-à-dire que ça serait carrément l'exact opposé. Finalement, tu as 2 conceptions de la poésie, quoi, et c'est un peu ce que dit Paz. Enfin, il y aurait une poésie que lui considère comme supérieure et puis cette poésie du réel. Mais bon, est-ce que finalement, elle est vraiment si inférieure que ça, cette poésie-là, du réel? Parce qu'elle apporte autre chose aussi, voilà. Ouais. Donc, ouais. Ouais. Et après, oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, le degré 0 de la description, ça peut être pris comme une expression aussi négative, alors que non, c'est-à-dire que Oui, on non, je entend la voulais description, dire. oui, au sens où on l'entend généralement, mais tout à fait, un degré supérieur, puisqu'on est dans le, comment dire ça? Heu, on ne cherche pas, de toute façon, on ne peut pas dans ce genre de peinture essayer, et puis ça n'a pas d'intérêt en fait, essayer de représenter ce que représente le tableau. Donc on est sur un autre, on est à un autre niveau, quoi, et tout le niveau philosophique dont tu parlais, ouais. Tout à fait. Mais oui, l'Arco et la Lira, il faut que je me replonge dedans parce que, ça c'est une lecture qui remonte pas mal maintenant, et effectivement, je trouverai les choses, ouais, merci. Oui, je pense qu'il y aurait à creuser un petit peu. Ouais, Ouais. ouais, carrément. Mais en tout cas, merci beaucoup, hein, c'était vraiment passionnant. Je laisse la parole parce que j'ai assez parlé. Alors, d'autres questions? Après cette présentation de Gaëlle qui fait effectivement très très riche, hein. Caroline, peut-être, avant de partir? Bah, moi, évidemment, Pas la porte, hein. tu te doutes. Non, non, t'inquiète pas, je me sens pas mise à la porte congédiée. Évidemment, moi, je vais te parler de Varela, hein, parce que là, tu m'as tendu une perche. Donc Je ne sais pas du tout, hein, moi je suis pas dans la préparation, je suis pas du tout spécialiste. Non, 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 mais tu sais, c'est Alexandra, nous, on a nos obsessions. En plus, cet été, on a beaucoup dialogué sur les gusanos de Varela et tout ça. Alors d'abord, j'aimerais bien, de ton point de vue, alors tu as dit, il ferme ce poème, il ferme la petite section des Ojos de Ver. Donc je voudrais bien savoir si tu as une interprétation sur le pourquoi de cette clôture, parce qu'il s'agissait de trouver des Ojos de Ver, sous-entendu, il y en a qui ne voient pas. Et donc pourquoi est-ce qu'elle finissait précisément cette série avec ce tableau, sachant qu'après, la deuxième partie du recueil commence, et que 2 poèmes après, c'est Oyendo a Billie Holiday, où donc elle fait l'espèce de pendant entre la peinture et la musique, et comment est-ce que ça équipe prothétiquement son écriture poétique d'avoir recours au langage de la peinture et de la poésie. Donc j'aimerais bien ton interprétation sur ça, pourquoi ça ferme la partie Ojos de Ver. Après, savoir si, pourquoi les puertas, elles sont entre parenthèses. Est-ce que c'est une façon de mettre le textuel entre parenthèses au bénéfice du visuel, si tu l'interprètes de cette manière-là. Et puis, avec Sandra, cet été, on a beaucoup chassé les motifs récurrents chez Varela. Et on le voit à partir du premier recueil, du premier poème, du premier recueil qui donne en quelque sorte son capital génétique à l'ensemble. Il y a une obsession pour les portes et les fenêtres qui, dans ces puertos chupés, sont toutes fermées. C'est fermé, c'est clos, etc. Et donc là, au-delà du dialogue entre langage artistique, au-delà du dialogue avec le peintre, etc., malgré tout, ce qu'elle cherche chez ce poète-là, chez cet artiste-là, et ce qu'elle regarde chez cet artiste-là, c'est les motifs qui sont ses motifs à elle, pour arriver à, tu vois, l'Ekphrasis, là, c'est pas simplement la lecture des tableaux, l'espèce de truc transmédial, etc. C'est quand même aussi dans une figuration où elle regarde le tableau en même temps qu'elle se regarder le tableau pour s'éprouver regardant le tableau et arriver à comprendre comment est-ce que finalement ces portes et ces fenêtres, on peut les ouvrir. Tu vois, je pense que c'est une dimension c'est complémentaire par rapport aux différentes catégories que tu as pu voir
de relation texte et image. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, si accessoirement, tu pouvais m'expliquer la lecture que tu fais de la dernière strophe, je te ferai des petits bisous sur la tête et je t'enverrai du chocolat pour Noël. Ouais. Alors, moi, je suis comme les candidats à la grecque, je redoute les questions de Caroline parce que non, Varela, sincèrement, je suis pas à l'aise pour répondre parce que je suis pas du tout, mais pas du tout spécialiste et même pas très très connaisseuse. Enfin, j'apprécie beaucoup plein de choses qu'elle a écrites, mais vraiment, je ne maîtrise pas. Alors, pourquoi ça fait mon cause des vers? Je sais pas, je pense qu'il y a cette fascination, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pour cette peinture, parce qu'après, elle s'intéresse aussi à la peinture de la Renaissance, mais je pense qu'il y a un écho très fort entre l'abstraction telle que la pratique Tapies et ce qu'elle fait, puisqu'on est à la fois chez elle comme chez lui, il me semble, à la fois dans quelque chose de très, très matériel et ancré dans le réel et même dans tout ce qu'il peut avoir de plus concret, prosaïque, et en même temps cette dimension philosophique. Ils font tous les deux le grand écart, en fait, il me semble, entre ces deux plans. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il termine la section. Il a une place aussi importante, je ne sais pas. Les puertas entre parenthèses, oui, je me suis posé la question aussi, c'est sûr. C'est à la fois rappeler la référentialité et en même temps lui donner une dimension un peu accessoire. C'est le sous-titre et on peut avoir des images d'œuvres de papier, on peut savoir à quoi elles se réfèrent et en même temps, on lui enlève Tu as raison. de son importance, parce qu'encore une fois, l'important, c'est pas le motif des portes en elles-mêmes, enfin la représentation des portes en elles-mêmes, mais je sais pas. Et puis parce que le poème est davantage autoréférentiel qu'autre chose, je pense. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, le titre, c'est le nom du peintre. Donc, ça renvoie à ses propres interrogations à elle. Ouais, je pense aussi. Bon, mais t'inquiète pas, c'est mon obsession perso, t'inquiète. Normal. mais je te rappellerai pour une conversation privée, peut-être avec Sandra, pour avoir ton avis, si tu veux bien, sur un certain nombre de choses. Sandra, si tu es d'accord, on consulte Gaëlle pour oui, avec plaisir. C'est bonheur, mais oui. Voilà. Merci beaucoup Gaëlle, c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Pour ce que vous disiez sur les portes puertas entre parenthèses, je pense qu'il y a un effet figuratif derrière en fait. Alors que le reste du poème est très abstrait, je trouve que le sous-titre puertas forme une porte. C'est l'encadreur de la porte, ces deux parenthèses qui autour du mot en fait. Et soit elle l'ouvre, soit elle la ferme, mais il y a vraiment ce seuil en fait qu'elle crée. Et je pense qu'on pourrait peut-être l'interpréter comme ça. Peut-être, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'était un début de calligramme, mais je vois vraiment le cadre de la porte dans ces parenthèses-là. Merci. Alors, merci Alexia déjà pour l'assistance technique et pour la réflexion. Oui, c'est très intéressant. C'est vrai, je n'avais pas du tout pensé comme ça. Mais bien sûr, oui, c'est le seuil du poème. Les parenthèses, elles s'ouvrent, elles se ferment. C'est l'encadrement. Ça nous rappelle l'encadrement du tableau. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, c'est bien vu, hein, je suis d'accord. Ouais. Bien vu, ouais. Ouais. Et sinon, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit aussi Sandra sur la poésie conversationnelle. Ça me faisait penser aussi à la poésie de la experiencia,
Et même chose qui pourrait se rejoindre avec la poésie conversationnelle, mais aussi avec cette expérience de l'ekphrasis. Enfin, je pense que ça peut constituer une transition justement entre ces différents genres. Ah mais oui, tout à fait. En fait, pour moi, c'est vraiment l'opposition entre une poésie qui serait philosophique et une poésie qui est une poésie, entre guillemets, engagée, en fait, en prise avec le réel. Donc, poésia de l'experiencia, exteriorismo, tous ces courants-là. Hein. Enfin, à mon avis, en effet, ça serait là un petit peu la dualité à creuser, quoi. Ah oui, mais tout à fait. C'est-à-dire pour poursuivre, enfin, j'ai envie de poursuivre sur ce côté ekphrasis, mais avoir le pendant et mener la réflexion de l'autre côté, ce serait très intéressant. Ouais. Oui, avant tout, merci Gaëlle, c'était très, très enrichissant, très intéressant. Et maintenant, je vais rebondir par rapport à ce qu'a dit Caroline. Je regrette qu'elle soit partie, mais bon. Et en réalité, c'était pas rebondir, c'est que j'avais pensé à la même chose, c'est-à-dire si on pouvait envisager cette poésie parfois comme un complément de la peinture, en quelque sorte. Et en sachant que certains poètes revendiquent leur regard en mettant le titre ou en invoquant le nom du peintre, par exemple. Et d'un autre côté, tu as dit que l'intention du poète n'est pas mimétique, donc il y aurait là une espèce de contradiction, je dirais, entre guillemets. Et je me posais la question aussi sur en quelque sorte la mauvaise foi, c'est-à-dire l'autoréférentialité du poème, elle est explicite. Si on ne regarde pas la peinture, on peut considérer le poème en tant que tel, mais en même temps, il y a un titre explicite. Donc, on ne peut pas non plus considérer le poème en tant que tel, quelque part. Et cela m'a mené à penser donc à la réception de ce poème. Quelle est la réception qu'on peut faire de ces poèmes-là, étant donné que, quelque part, je ressens ces poèmes-là comme une imposition du point de vue du poète, du regard qu'il fait de ces tableaux. Voilà. Alors, oui, la mauvaise foi, en fait, si j'ai suivi, ce serait, on a à la fois une autoréférentialité, donc on va dire la voix poétique parle du poème, de l'écriture, et en même temps, elle renvoie à une œuvre, donc on serait dans une espèce d'entre-deux. Oui. Oui, alors, moi, je le vois comme... Enfin, j'ai l'impression que tous ces poètes, et d'ailleurs c'est vrai, j'ai l'impression de l'autre côté, c'est-à-dire que de la même façon que les poètes se tournent vers la peinture parce que ils y voient vraiment vraiment une proximité en fait, une proximité entre le langage poétique, les interrogations poétiques et celles de la peinture. J'ai l'impression que l'inverse est vrai et que quelqu'un comme Tapies, qui a d'ailleurs travaillé avec Brossa, avec des poètes, Brossa qui était aussi un poète au sens très large, et il appelait tout poésie, même quand il faisait des performances, même quand il faisait des expositions d'œuvres plastiques. On a en fait cette porosité, cette perméabilité et cette disparition un petit peu des frontières entre les arts. Donc en fait, c'est une espèce de dialogue qui devient un dialogue d'égal à égal, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le langage utilisé, le langage artistique est différent, le médium est différent, mais on part des mêmes interrogations. Et je vois ça comme un dialogue, c'est-à-dire je vois, moi, poète, le tableau m'interpelle pour telle et telle raison, parce qu'il fait écho à mes propres interrogations, et du coup, ça m'incite à écrire un texte qui va, comme pratiquement toute la poésie, enfin cette veine en tout cas de poésie contemporaine, parler de rien d'autre que justement de poésie, d'écriture. Qu'est-ce que c'est qu'écrire, qu'est-ce que c'est que créer. Donc oui, bien sûr, il y a je ne sais pas s'il y a une imposition d'un point de vue, mais en tout cas,
Enfin, moi, j'y vois plutôt un dialogue, quoi. C'est-à-dire, cette œuvre, elle me dit ça, elle me fait ressentir ça, et j'y réponds par mes moyens, qui sont les moyens de l'écriture poétique. Hem, je ouais, j'ai pas l'impression que ce soit une imposition. C'est plutôt pour moi une réponse à un dialogue, et ce que je disais à la fin, comme un miroir, quoi. Je vois dans ce miroir du tableau, de l'œuvre de Tapies, ce que moi j'explore à ma façon. Je sais pas D'accord. si tu réponds à, enfin, Donc, ça alors, serait plutôt une complémentarité, hein, ouais, en quelque sorte. il me semble, ouais. Non obligatoire, non, parce qu'on peut regarder le tableau sans lire la poésie et lire cette poésie sans regarder ou sans connaître le tableau. Mais Oui, si on a les deux, ils sont complémentaires. oui, je le vois comme ça. C'est-à-dire que dans, les ekphrasis, on va dire, classiques, on est plus, soit, j'ai l'impression, hein, je veux rien affirmer parce que je suis pas, voilà, spécialiste encore une fois, mais on est plus soit, ben, dans l'hommage, donc le poète se met un petit peu à la fois en retrait, témoigne de l'admiration qu'il a pour le peintre, mais en même temps il y a une rivalité puisqu'il essaie de enfin, il crée son œuvre à partir et en copiant l'œuvre de départ. Euh, donc il y a un peu cette idée de rivalité. Ça me fait penser à une des lectures aussi que j'ai faites pour cette communication, mais que je n'ai pas intégrée finalement. C'est sur les arts rivaux, poésie et peinture, 19e. Euh, et là, je pense on n'est plus dans la rivalité, mais plutôt oui, dans la complémentarité, dans le dialogue, euh, voire même les collaborations, puisqu'il y a énormément de collaborations entre poètes et artistes. Ouais, D'accord. Merci beaucoup. merci. Oui, bonjour, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Alors, j'ai l'impression qu'on est dans le cadre de deux langages qui sont différents. Et j'ai été très sensible à la lecture, au poème de Cristina Peri Rossi, qui finalement fait une description, lecture subversive, et donc qui devient partiellement mimétique du tableau. Et donc, je m'interroge sur ce plus ou moins grand degré de proximité ou de reconnaissance et d'adhésion donc de la part du lecteur. Et ça rejoint peut-être aussi la remarque que faisait Elena sur la réception. Oui. Et donc, je vois que tu identifies plusieurs types de rapports entre les poètes et les peintres. Donc, soit ce rapport mimétique qu'il y a une fidélité à une œuvre qui est déjà elle-même une lecture du référent, ou alors une lecture plus orientée, comme le cas de Belli-Rossi, qui décontextualise complètement l'œuvre. Et ma question, donc, c'est de savoir il peut y avoir des références contradictoires par rapport entre le tableau et le mouvement du texte, puisque là, on perçoit plutôt un accompagnement ou une subversion. Est-ce qu'il peut y avoir une contradiction réelle et affirmée, ou est-ce que plutôt ces œuvres sont des hommages liés à un accueil esthétique plutôt favorable? Alors là, pour moi, il y a une contradiction justement dans cet exemple de Pellegrini, parce que en fait, c'est presque. Alors, l'idée m'était venue, mais je ne l'ai pas dit parce que je pense qu'on ne peut pas le dire comme ça, mais c'est presque une instrumentalisation du tableau. Alors, en fait, je pense que c'est mal formulé, mais je ne sais pas comment le formuler. C'est-à-dire que tout ce qui compte, me semble-t-il, dans la Encajera, dans la dentellière, là, c'est cette représentation qui est donnée de la femme, des femmes, enfin d'une femme. Et en fait, l'art du peintre, etc., ça, elle lui enlève toute valeur, quoi. C'est-à-dire tout ce qui compte, c'est que on représente et on continue plus de 3 siècles après, à valoriser une représentation des femmes, voilà, comme soumises, etc., réduites à la sphère domestique. Donc en fait, là, c'est vraiment un exemple qui, pour moi, sort complètement de tous les autres, ou tous les autres, de toute façon, enfin, dans l'immense majorité des cas, si le poème part d'une œuvre plastique,
il y a quand même toujours une admiration ou un sentiment d'une certaine proximité, une familiarité avec le peintre et avec l'œuvre. Et là, non, c'est vraiment le poème comme entreprise de dénonciation, révéler l'envers du décor. Et là, oui, il y a presque l'imposition effectivement, d'une vision, pour reprendre ce que disait Elena. Hein, on essaie de nous faire adhérer à cette perception, cette lecture de l'œuvre qui va complètement à contre-courant de ce que l'on met en valeur en général de l'œuvre, c'est-à-dire la performance technique, le travail de la lumière, etc., le clair-obscur, l'art du peintre, mais plutôt dans sa matérialité. Et là, elle nous invite à voir ce que révèle le sujet en lui-même du tableau. Oui, donc comme si finalement le tableau était un prétexte au sens étymologique, voilà, ouais. le discours, ne pas porter le discours. Le prétexte ou le révélateur, c'est-à-dire que l'art, cet art qui est produit par des peintres masculins et en plus plutôt européens, etc., offre une vision ici des femmes. Et donc là, elle propose un point de vue complètement opposé. Mais pour moi, ce recueil de Perilossi est un cas assez. Il y a sûrement d'autres œuvres dans cette veine-là, mais elle se démarque des autres du fait que oui, on est tout sauf dans l'hommage. Au contraire, elle nous fait voir que le tableau, il ne dit pas que l'art flamand, la peinture flamande, peinture hollandaise, pardon, on est aussi dans la perpétuation d'une représentation des femmes extrêmement limitante et patriarcale, etc. Ouais. Sandra? Oui, juste pour rebondir rapidement, du coup, il me semble que le terme employé par Audrey de subversion était assez juste, en fait. C'est-à-dire qu'elle est clairement dans la subversion par rapport Oui. à ce tableau, voilà. Mais il me semble comme... alors là, c'est vrai que c'est intéressant et c'est original parce que c'est vraiment de l'exprasis et c'est vraiment par rapport à des tableaux. Mais je pense il y a de nombreuses auteurs qui sont, enfin, poétesses hispano-américaines qui sont dans la subversion aussi de motifs classiques, traditionnels, mythologiques, bibliques. Enfin, pour moi, ce serait un petit peu dans la même veine. Avec cette originalité, c'est vrai qu'elle se concentre sur des tableaux et donc c'est très concret, quoi. On est vraiment dans ce descriptif qui est intéressant. Oui. Ouais. Ah oui, c'est ça. Oui, la subversion, je crois que je l'ai dit à un moment donné, c'est ça, c'est vraiment une lecture subversive. Ouais. Anachronique, subversive, iconoclaste aussi, hein, parce qu'on s'attaque à Vermeer, quoi. Voilà, iconoclaste, voilà, exactement, au sens premier du terme, ouais, tout à fait. Ouais. Alors moi, j'avais juste une petite remarque ou une question, parce qu'en fait, tous les exemples que tu as donnés, là, Gaëlle, et du coup, c'est ce qui nous a poussé à poser certaines questions. Ça serait plutôt le tableau, alors on a dit avec des termes peut-être péjoratifs, mais prétexte, pardon, le tableau prétexte, instrumentalisation ou révélateur et donc qui permet de réfléchir sur le langage, la poésie, le rapport au monde. Et je me demandais si on pourrait, et il doit y en avoir, hein, mais trouver justement d'autres exemples où le poème et l'ekphrasis, à ce moment-là, serait plutôt de l'ordre beaucoup plus subjectif, c'est-à-dire de la réception vraiment du tableau, mais en tant que matière, sensibilité, sensorielle, etc. Parce que là, on éviterait justement un discours méta-poétique, peut-être, pour simplement, à partir de la description du tableau,
comment dire, ça serait la question du regard et plutôt de la perception finalement. Et du coup, la description peut-être dans le... Alors, j'en ai pas à l'esprit, mais enfin, j'imagine qu'il y en a, enfin j'espère. Mais donc, on resterait vraiment dans le tableau, en fait. Et ça rejoindrait plus ce que disait, tu as cité Lacan, et j'ai beaucoup aimé justement la disparition du peintre, et en fait, on n'est plus que dans deux regards. Et du coup, ce regard qui est plutôt de l'ordre, justement, euh, à la fois de la subjectivité, et non pas du mental, de l'abstraction, de la réflexion, mais de l'ordre de l'impression, du sensoriel, peut-être même du sentiment, et qui serait beaucoup plus palpable, en fait. Oui, c'est ça. Donc, le poème dit finalement l'effet produit par cette réception de l'œuvre sur le sujet, quoi. Comment, c'est vrai que, alors je réfléchis, c'est sûr que ça existe, mais mmh, finalement, c'est vrai que c'est pas ce qui ressort, quoi. Sandra, tu lèves la main, tu as peut-être, Oui, je pense encore à Blanca Varela. Tu vois, par ouais. exemple, Madone, à la page 49, c'est Oui, pas la description, mais c'est la réception, je dirais, d'un tableau de Filippo Lippi. oui, Et, oui, je vois ce poème, ouais. tu vois, et il me semble que c'est Modesta Suarez, justement, qui développe ça. Alors après, est-ce que c'est vraiment ses En même temps, ressentis? ouais, non, C'est sa lecture du tableau, quoi. oui, c'est sa lecture. Alors ça, oui, ça, il y en a beaucoup. Ça, il y en a beaucoup, ouais. Mais en même temps, c'est sa réception, tu vois. Je sais pas si on est dans ce que tu voulais dire, Lina, en fait. Toi, tu voudrais dire un poème qui serait pas forcément descriptif, mais qui serait... Qui serait peut-être descriptif, mais qui donnerait lieu à non pas une lecture, une interprétation et un discours métalangagier finalement, par analogie, hein, c'est ce que tu as dit, Gaël, finalement. Parce que même, si je reprends là les exemples, Moreau, donc c'est un hommage. On a la forme du sonnet qui renverrait, me semble-t-il, au fait que ce soit un thème mythologique, classique, etc. On a une description, mais rien de l'ordre de l'impression de la part du peintre. Chez Octavio Paz, on est tout de suite. Alors, très très longue description pour un tableau qui, pour le coup, est petit. Hein, j'y regardais 80 sur 80, enfin quelque chose. Hein. Donc, en fait, c'est un très très long avec beaucoup de descriptions, mais qui donne lieu à tout de suite un discours autoréférentiel, comme on a dit, métapoétique, hein, avec des analogies, la ligne, etc. Mais en fait, rien de la perception de Octavio Paz. Peri Rossi, en fait, elle prend, bon, on vient de le voir, hein, donc le contre-pied, mais et rien dans ce poème-là, on n'a rien sur son. C'est un ressenti, mais un ressenti sociologique, un ressenti Ouais, politique. C'est intellectuel. pas sensoriel, voilà. Ouais. Donc je pense qu'on a, c'est sûr, là, c'est parce que ça me vient pas non plus, hein, mais euh, et l'autre chose aussi qui m'a semblé très intéressant dans ta présentation, communication, c'était le fait de dire que la description, en fait, c'est une unité, et l'unité dans un récit, par exemple, et dans un roman, c'est une unité qui a une fonction par rapport à tout le reste. Alors que dans un poème, soit on a du descriptif et qui génère un effet euh, de texte, dans le texte, dans le poème, ou alors il faudrait qu'on ait un poème uniquement description. Et voilà, sans rien avant, après. Et ça, je trouve, c'est juste, c'est pas une question, tu ne seras pas obligé de répondre, c'est juste, voilà, pour nourrir. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Il me semble que c'est à creuser, quoi. Voilà. Bah, moi, alors, je rebondis parce que ça me fait penser à ce que j'ai travaillé justement sur El Canto General. Enfin, j'avais travaillé sur 3 poèmes hein, pour cet article-là de Clisson. Et en fait, il m'a semblé en travaillant sur ces poèmes que c'est parfois très difficile, voire impossible
distinguer descriptif et narratif, parce qu'en fait, je pense à un des poèmes qui se trouve au début du Canto General, donc dans cette espèce de genèse que nous fait Pablo Neruda, où il parle de pas la création, mais bon, l'apparition, on va dire, de tout le végétal, où en fait, on est dans le descriptif complètement parce que il nous cite je ne sais combien de noms de fleurs, de plantes, d'arbres, etc. On a toute cette nomenclature, comme nous dirait Hamon, là, tout ce côté encyclopédique, et en même temps, il nous parle de cette naissance de la végétation avec énormément de verbes d'action qui ont tendance à personnifier la nature. Donc on est dans du récit, mais il est impossible de distinguer le narratif du descriptif. Donc en fait, c'est des catégories qui sont à la fois opérantes, puisqu'on les retrouve dans le discours poétique, et en même temps, c'est très difficile de compartimenter, comme le fait Genette. Là, il s'agit d'action, donc c'est du narratif, et là, on parle d'objet, donc c'est du descriptif. Et oui, mais parfois, c'est les deux en même temps. Donc, c'est... je ne sais pas si ça... Enfin, c'est pas une réponse il n'y a pas de question, mais si je vais loin par rapport à ce que vous disiez, mais... Ouais, c'est-à-dire que certains textes, et peut-être plus justement dans la prose, je ne sais pas, peuvent présenter comme ça le moment narratif, le moment descriptif, et la description vraiment comme une unité. Mais il y a d'autres textes pour lesquels on ne peut pas en fait distinguer les deux, ça s'entremêle. Ouais, Et c'est pas forcément le descriptif qui est au service du narratif. D'ailleurs, ça peut être complètement le contraire, quoi. L'espèce de hiérarchie que fait Genette, elle est pas, c'est pas une règle absolue, quoi. C'est pas valable partout, il me semble. En fait, il y a des noms qui me sont venus par rapport à des descriptions. Je pense à Cernuda qui décrit dans un poème, donc évoque un tableau du Greco. Il y a dans Juan Ramón Jiménez aussi, Diario de un poeta recién casado, il y a un ou deux poèmes sur des tableaux. C'est-à-dire qu'on resterait à l'intérieur du tableau, alors là, dans tout ce que tu nous as présenté, on sort du tableau, en fait. Oui. Donc, il serait intéressant à l'occasion peut-être d'une autre communication, de s'interroger, de nous interroger sur, en restant à l'intérieur du tableau, en fait. Ouais. Oui, moi, c'est l'impression que j'ai dans Madone, excuse-moi. Oui, c'est ce que j'allais dire, Sandra, ouais. Vas-y. Non, pardon. Non, mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire, comme tu parlais de Madonna. Là, effectivement, on reste dans le tableau. Alors, on n'est pas pour autant, comme tu le disais, dans les impressions subjectives que me procure, ce qui serait une façon de sortir aussi du tableau, puisqu'on est après à l'intérieur de soi. Mais là, on est dans le tableau et un peu dans le récit d'ailleurs. On a du narratif pour nous décrire cette scène du tableau. Ouais. Ouais, elle rentre à l'intérieur du tableau même. Ouais, oui. C'est intéressant. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que j'ai pas traité d'exemple comme ça, et ils sont sans doute beaucoup plus rares, mais ouais, c'est une très bonne piste. Alors, y a-t-il d'autres questions? Sinon, on va peut-être prendre l'antenne.